Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 13e journée du top 14. Nous sommes enfin à la mi-saison. Comme d'habitude, on va parler donc des matchs et plus particulièrement ceux qui m'ont intéressé. On va commencer par le premier de cette journée, à savoir Union Bordeaux-Bègles, Stade Français. Alors c'est un match où les Bordelais étaient handicapés, notamment derrière, à cause du 15 de France. Le Stade Français le savait parfaitement et ils ont construit tout leur jeu avec un plan très simple. De l'agressivité dans les rucks, une grosse conquête et un jeu au pied d'occupation et de pression. Le Stade Français a construit le match parfait à l'extérieur. Ils ont encaissé pas mal de points en début de match, mais n'ont surtout pas paniqué. Ils ont réussi à revenir grâce à des erreurs des Bordelais. Je pense notamment à ce deuxième essai marqué par Jérémy Ward, où il y a une énorme erreur de défense. Le Stade Français n'avait pas besoin de faire énormément de choses pour gagner, ils avaient juste une stratégie claire qu'ils ont respectée à la lettre, et ça a suffi. L'UBB de son côté peut regretter des erreurs, je pense notamment à cette dernière sautée de Ben Tapouai qui amène l'interception d'Ahmed. C'était une interception qui est vraiment offerte. J'ai pas compris ce choix, à 5 minutes de la fin, quand tu as le score mais que tu mènes seulement de 3 points, de jouer dans tes 22. Des joueurs auraient dû prendre leurs responsabilités et donner un grand coup de pied histoire de se dégager. Surtout que ça venait d'une touche volée, au départ c'était une munition parisienne, donc là la logique ça aurait été de taper. Aussi, j'ai une interrogation, pourquoi ne pas avoir pris les points plus tôt? Ils ont eu 3 ou 4 pénalités d'affilée entre la 65e et la 75e dans le camp parisien. Ils sont systématiquement allés en pénal touche, ça a été concrétisé une fois par Romain Laterade, mais après ils se sont fait bien reculer par la défense du Stade Français. Et c'est dommage parce qu'avec une ou deux pénalités de plus, l'UBB aurait pu aggraver l'écart et même avec cette interception, aurait gagné le match. Mais bon, je pense aussi qu'ils perdent le match devant, où le Stade Français a été bien meilleur. Le Stade Français a toujours été un petit peu à la limite, mais ils ne se sont pas fait sanctionner, donc au final c'était un coup de maître. Bref, maintenant passons à MHR, section paloise. Alors on a une nouvelle victoire du MHR qui retrouve petit à petit de la confiance. En début de match, Pau s'est nourri des erreurs de Montpellier qui avait plus d'ambition, à l'image de l'essai de Dan Robson. Concrètement, les Palois, ils n'ont pas fait grand chose dans ce match, c'est plutôt Montpellier qui a eu le ballon et qui a essayé de développer du jeu. Surtout en début de seconde période, qui malheureusement s'est soldé par 0 essai. Il aura fallu attendre la fin de match pour que Montpellier arrive à marquer 2 essais par Verag et Arthur Vincent, mais sinon ils ont été plutôt inefficaces malgré beaucoup d'occasions. Pau, à l'inverse, s'est nourri des erreurs de Montpellier, comme je le disais, et a eu pas mal de réussites, notamment sur l'essai de Tilly en fin de match, où il y a eu un cafouillage avec des ballons joués au pied, on a cru que c'était des en avant, mais au final non. Simons récupère et Donatili qui va marquer. C'était un match où les deux équipes pouvaient gagner, mais au final, c'est le MHR qui sort victorieux. Scénario qui me fait un peu penser aussi à celui de Racing Stade Toulousain. Dans ce match, le Stade Toulousain a été vraiment impressionnant avec son jeu, la volonté toujours de vouloir garder le ballon en vie avec ce dynamisme propre aux Toulousains. Cependant, il faut qu'ils fassent quand même attention aux fautes répétées car c'est grâce à ça que le Racing est resté dans le match. Parce que globalement, c'est Toulouse qui a dominé, là il n'y a pas de souci. Mais le Racing n'a jamais été décroché au score et pouvait même envisager la victoire grâce aux fautes toulousaines. Dans ce match, le Racing a eu globalement une très mauvaise défense, notamment sur la largeur du terrain. On peut le démontrer notamment avec l'essai de Ange Capozzo en fin de match, qui vient ternir la copie des Ciel et Blancs, puisqu'ils étaient revenus à 2 points et pouvaient gagner ce match, et au final, Toulouse met un coup de massue derrière la tête de ses Racingmen. Après cette défaite, je pense qu'elle peut remettre les pendules à l'heure du côté du Racing. Là, entre la Coupe d'Europe et le top 14, ça fait plusieurs matchs qui ne sont pas aboutis. Et là, cette gifle reçue à domicile pour la première défaite de la saison à domicile en top 14, eh ben, elle peut faire du bien, je pense, dans la tête des Racingmen. Et du côté de Toulouse, ben, c'est impressionnant à quel point ils sont confiants. Ils ont fait un début de saison, on va dire, en demi-teinte, ou du moins pas à la hauteur des attentes. Et pourtant, même avec une équipe vraiment réduite à cause du 6 Nations, ils ont fait un match de patron. Et s'ils continuent comme ça, avec le retour des internationaux et tout ce qui va suivre, c'est pas impossible qu'ils aillent choper leur 23e bouclier de Brennus. Il est l'heure maintenant d'aller dans le Pays Basque, puisque Bayonne recevait Oyonnax. Alors c'était un match où il y a eu beaucoup de rythme d'entrée. Oyonnax a certes perdu, mais a pu y croire jusqu'au bout. Et ce qui est dommage, c'est que Oyonnax n'a pas eu tant le ballon que ça, et donc a fait que défendre, et par conséquent a été très indiscipliné, et a fini par craquer. Même si bon, Oyonnax avait fait un très bon début de match avec les 2 essais de Gavin Stark et Kevin Le Breton, mais ça n'a pas suffi, ils n'ont pas pris suffisamment le large pour pouvoir gagner.
J'ai pas grand chose de plus à dire sur ce match, à part que Bayonne a encore une nouvelle fois gagné à domicile et que Jean Daugé est une forteresse imprenable. Il est l'heure maintenant de parler d'un match de mal classé, un match qui sentait bon la lutte pour le maintien. Je parle évidemment de Lyon-Perpignan. Alors l'USAP, qui s'est accroché en défense, a malheureusement manqué trop de plaquage face aux stars que composent les lignes arrières de Lyon. Entre Radadra, Nignashvili et le retour de Berdeux, ça a fait mal. Mais bon, malgré tout, Lyon n'en a pas profité tant que ça, puisqu'ils ne marquent que 3 essais, alors qu'ils étaient vraiment dominateurs dans ce match. Ils se sont même à un moment relâchés en fin de match, ce qui a permis à Perpignan de croire à un bonus défensif, qu'ils n'obtiendront pas finalement. Et un peu comme au Yonax, Perpignan a été un peu trop indiscipliné, puisqu'ils ont fait globalement que défendre dans ce match, et quand tu défends trop, tu commets des fautes et tu prends des essais. C'est pareil que pour Yonax. Et c'est dommage parce qu'il y a eu une belle réaction de Perpignan en seconde période avec les essais de Faaso notamment. Du côté de Lyon, on retrouve un petit peu un plan de jeu qui n'avait pas du tout fonctionné en début de saison, mais qui, contre une équipe plus faible, fonctionne. C'est-à-dire toujours une ou deux cellules maximum devant avant d'écarter. Et là, ça a fonctionné puisque 2 essais sur 3, je pense à celui de Allen et celui de Botta, viennent d'une situation similaire. Lyon a voulu jouer sur les extérieurs et ça a plutôt réussi. Du moins, en tout cas, il y a la victoire. Mais c'est dommage, je pense qu'il y avait la place pour aller chercher un bonus offensif. Après, à Lyon, en ce moment, je pense qu'une victoire, on s'en contente largement. Il nous reste plus que 2 matchs à aborder, et nous allons démarrer par Rugby Club Toulonnais La Rochelle. Alors, dans ce match, Toulon a mis longtemps à rentrer, puisque La Rochelle a marqué 16 points par l'intermédiaire de Teddy et Ribaren, au bout de 25 minutes. Et dans l'ensemble, c'est plutôt La Rochelle qui a dominé, que ce soit les collisions, la conquête avec la mêlée fermée, et même dans le jeu en général, c'était eux qui étaient plus entreprenants. Mais le problème, c'est que La Rochelle a commis beaucoup trop de fautes. Et c'est une récurrence, on l'a vu sur cette journée, il y a plusieurs équipes qui ont perdu sur cet aspect-là, sur la discipline. J'ai déjà parlé de Yonax, de Perpignan, et maintenant du Stade Rochelais. Et pour Toulon, heureusement que La Rochelle a permis à Melvin Jaminet de marquer les points au pied, parce que sinon, la prestation, elle est pas hyper rassurante. En fait, ils ont basé leur jeu que sur des erreurs de La Rochelle, même si bon, il marque un essai de génie, je parle évidemment de celui de Ben White, où d'ailleurs, Payawa est à 2 doigts de croquer la feuille. Et du coup, c'est con parce que La Rochelle avait son succès à l'extérieur jusqu'à la dernière minute, il me semble, mais Melvin Jaminet est venu crucifier les espoirs rochelais. Enfin, le dernier match que je n'ai pas traité, c'était Castres-Clermont. C'était un match avec une grosse dimension physique entre 2 des plus gros packs du championnat. Et bizarrement, là où la SM a bien joué, c'est derrière, avec notamment les 2 premiers essais du match, de celui d'Anthony Belot et de Bautista Delgui. L'ASM était plutôt en souffrance dans sa ligne arrière, et c'est là-dessus qu'on voit qu'ils ont progressé, et c'est entre autres grâce à cette ligne de 3 quarts qu'ils ont pu ramener la victoire de Castres. Mais bon, attention, l'ASM c'est toujours compliqué en seconde période. Ils avaient clairement le match en main, mais ils ont laissé revenir Castres jusqu'à même 20-20 à 10 minutes du coup de sifflet final. Heureusement pour eux, Anthony Bello a mis la pénalité de la gagne, ce qui n'arrivait plus depuis un moment en Clermont. En effet, on était habitué à les voir perdre dans les 10 dernières minutes. Là, pour le coup, la roue tourne à tourner, comme dirait un célèbre philosophe, et c'est tant mieux pour eux, parce que là, ils se relancent clairement pour le top 6. Bon, ils sont encore un petit peu loin des grosses écuries, mais bon, Pau, qui est actuellement 6ème, est à 31, et Clermont est à 30. Donc, tout est relancé. Castres, de son côté, c'est la 2e défaite d'affilée à domicile. Et il va falloir qu'ils remettent le train en marche, parce que ils commencent à perdre des points progressivement, et c'est dommage parce qu'ils avaient plutôt pris de l'avance, ils faisaient partie des premiers du championnat, et là, petit à petit, ils descendent. Et ça se traduit notamment par une conquête qui n'est pas aussi bonne qu'elle a été, et je pense notamment à cette dernière touche volée par Rob Simons qui offre la victoire à Clermont. Il est l'heure maintenant de passer au top et au flop, et en top je vais commencer par Sékou Makalou. Le 3ème ligne parisien a été partout dans ce match, il a souvent été à la limite, à l'image de son équipe, mais ça a bien fonctionné. Ça a été un véritable poison, il a, excusez-moi du terme, cassé les couilles dans les rucks, et ça a marché, et ça a permis au Stade Français de gagner. En touche, il a été aussi très bon, il a notamment été surutilisé, et il a permis donc de faire des bons lancements avec des bons ballons portés. Il est aussi impliqué sur le 2e essai de Jeremy Ward, où c'est lui qui lui remet à l'intérieur. Le 2e flop, c'est maintenant Pita Aki. Le centre toulousain a fait un match énorme, il a été très dynamique en attaque, il a marqué un essai qui a été refusé parce qu'il n'a jamais pu aplatir le ballon, et c'est dommage parce qu'il aurait pu être récompensé d'un essai.
Mais au-delà de ça, on l'a vu très disponible dans le jeu, et depuis son retour de Coupe du Monde où il était un petit peu en dedans, c'est clairement son meilleur match avec Toulouse. Enfin, le dernier top, c'est un autre troisième ligne, Kevin Le Breton, qui certes a perdu avec Oyonnax, mais qui a été au four et au moulin, il a gratté plusieurs ballons. On le sait qu'avec sa petite taille et son centre de gravité très bas, c'est compliqué de le déloger quand il a mis les mains sur le ballon, et ça s'est vu encore une fois samedi dernier. Il a d'ailleurs marqué un essai sur une superbe chistera de Rourou, et c'est mérité. En flop, maintenant, je vais commencer par, une petite dinguerie, je vais mettre Posolo Tulagi. Bon, il a fait un match correct, il a fait plutôt un bon match. Pourquoi je le mets en flop? Parce que des fois j'ai l'impression qu'il en faisait trop. Notamment en tête de percussion, où il y allait avec le ballon à une main, et qui donc se servait de son physique pour avancer, et au final, dès qu'il tombait au sol, il échappait le ballon. La première percussion, elle est dans le jeu, c'est pas grave, mais la deuxième, c'est au moment de marquer un essai. C'est dommage parce que Perpignan était vraiment dominé à ce moment-là, c'était juste avant la pause, et avec un essai donc dans cette période-là, Perpignan aurait pu reprendre l'ascendant psychologiquement pour revenir dans ce match. C'est pour ça que je le mets dans le flop, même si, je le répète, il a fait plutôt un bon match. En deuxième flop, je vais mettre Peseli Yato, tout simplement parce qu'il a joué environ 30-40 secondes avant de prendre un carton jaune. Je sais pas ce qui se passe avec ce joueur, mais j'ai l'impression que ça s'entend pas très bien avec Christophe Furios. Il est régulièrement remplaçant, là encore une fois il est rentré vers la 67ème, donc il aurait joué que 13 minutes. Au final il en joue que 3-4 puisqu'il prend son jaune, et on voit qu'il est en manque de confiance. Et enfin, le dernier flop, c'est Jack Maddox, l'arrière parlois habituellement très fort, a fait un match très moyen à Montpellier. On l'a pas beaucoup vu offensivement, et défensivement, il fait cette faute grossière qui est pour moi le tournant du match, puisque Montpellier, avec cet essai, regagne psychologiquement Pau, et en plus on a une double peine, puisque Maddox fait une faute grossière et prend un carton jaune. C'est pour ça que je le mets en flop. Le classement, on voit que c'est très serré, donc avec les défaites des deux leaders que sont l'UBB et le Racing. Donc le Racing est champion d'automne avec 40 points, suivi de très près par le Stade Français, l'UBB à 37, Toulouse et Toulon à 36, avant de créer un petit écart avec la section paloise, Castres, Clermont et La Rochelle. En bas, Lyon s'est bien relancé et sort de la zone rouge. Enfin bref, cette analyse de la 13e journée est actuellement terminée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, mettre un like et m'écrire un commentaire, ça me ferait toujours plaisir. C'était Bourrichon, ciao ciao.